Bonjour, c'est Ashton Eaton pour le podcast Athlètes mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, mon invité est Ashton Eaton, double champion olympique et double champion du monde du décathlon. Ashton est aussi l'ancien détenteur du record du monde du décathlon, d'abord avec 9039 points en 2012, quand il a battu le record du monde que détenait Roman Sheberley de 9026 points, puis avec 9045 points au mondiaux de Pékin en 2015. Ashton et moi avons enregistré cet épisode le 5 janvier 2023. 6 ans plus tôt, quasiment jour pour jour, lui et sa femme Brianne, elle aussi médaillée olympique en épreuve combinée mais pour le Canada, avaient annoncé qu'ils mettaient un terme à leur carrière. Dans cet épisode, Ashton nous parle de sa reconversion et revient bien sûr également sur sa carrière, sur ses plus belles victoires et sur les enseignements qu'il a tirés d'une défaite marquante. Vous écoutez actuellement la version doublée en français, mais l'interview originale en anglais est également disponible dans le feed du podcast. Bonne écoute. Salut Ashton, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec tout le respect que j'ai pour tous les athlètes qui sont passés sur le podcast jusqu'à présent, et certains sont championnes olympiques, certains ont des records du monde, avec tout le respect que j'ai pour eux, je dois dire que cet épisode est assez spécial parce que Athlètes mondiaux, c'est un podcast qui parle seulement d'athlètes. Et vraiment, toi, en tant que double champion olympique du décathlon, t'es l'invité parfait. Donc, encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue sur le podcast. Oh, thank you. Oh, merci, c'est gentil. Yeah, it's my pleasure to be Ça me here. fait plaisir d'être là. C'est vrai que tu t'es jamais vu comme un athlète? I wouldn't say that. Je dirais pas I que never identified as an athlete. je me suis jamais vu comme un I athlète. think what I meant to Je say, pense que ce que je voulais or what I dire, mean by that is, enfin, ce que I don't j'entends par là, identify as c'est que je me vois just pas an athlete. juste comme un athlète. Ok. And I Et, think that's fair because, et si je dis ça, well, I c'est think parce que I say that because I believe some people c'est might. parce que je pense que des gens peuvent se Hey, dire en this voyant guy ma is, carrière que Spent basically his whole que life voilà, doing j'ai the fait du sport sport thing. pendant des He années, was really good at it, j'étais so vraiment that bon, must donc be donc what ils he's pensent all que c'est about. ça ma vie, que je suis And athlète. so I say Point. that to just kind of say, Donc je dis that's ça not pour totally expliquer true. que c'est pas tout à fait vrai. On va remonter un peu le temps. C'était quand la première fois que tu as fait quelque chose dont tu ne te pensais pas capable? um, I was Euh, 7 years old. J'avais 7 ans. Man, I have a lot of J'ai examples. beaucoup d'exemples en fait. But let me give you two. Je vais t'en donner deux. One was Le of my premier, own accord. c'est So I did quelque it by chose que j'ai myself. fait tout seul. And that was C'est pas quelqu'un qui m'avait I had demandé de le faire, je watched veux dire. the Euh, I think the 19 J'avais regardé les jeux 92 de 92, or 96 game. ou c'était And I 96, had watched je the sais long plus. jump, and it En tout was cas, j'avais regardé la Carl Lewis, longueur Mike avec Carl Powell. Lewis et Mike And I was Powell. young. J'étais jeune à And I l'époque. thought, you know what? That was so Euh, cool. Et Let me j'avais go trouvé ça outside tellement and try to cool do that. que ça m'a What donné I envie did was I d'essayer de set faire these comme two eux. sticks Donc on ce the que j'ai ground, fait, c'est que je suis and I sorti was going to try to do the et long j'ai jump. mis deux And bâtons I par terre pour essayer ran de faire du from, saut en longueur. you know, Et I je me just suis got mis like a à run up and I courir jumped comme from one dans stick une and course tried to clear the d'élan. other stick. Et le but, c'était de And I prendre kept mon this up impulsion à un for bâton et quite a de few sauter pour hours. atterrir And derrière every l'autre time I bâton. would Et j'ai clear fait the ça second pendant des stick, I would heures. just like keep Et à chaque moving fois que j'y arrivais, wherever je I bougeais le landed. deuxième bâton, celui où And j'atterrissais, et je le eventually, mettais plus towards the loin. end of Mais au bout this like de, several hour au bout de ordeal of plusieurs trying to heures figure à out how essayer far de I could voir go, jusqu'où je pouvais aller, you know, I was euh, like ouais, basically not j'arrivais moving the plus à stick bouger le anymore, kind of bâton. reaching my limit. J'étais coincé, j'avais atteint ma But I limite. kept going after it. Mais je It continuais à was essayer. just something where it was like, À chaque maybe fois, je on me this disais, next one, peut-être que je vais y I'll get arriver au over it. prochain essai. And I had this mindset. Je voulais pas And lâcher l'affaire so, en fait. right when it was like time for dinner, Et basically, au moment de dîner, everyone's like, all right, Ashton, ma time to mère come m'a in. dit And I Allez just, Ashton, I faut took rentrer off, maintenant. I ran, I jumped. Et là, je me suis mis à courir, Maybe j'ai I pris was mon faster, impulsion, maybe I j'ai held sauté. my, Et je sais pas si you know, c'est parce que landing more j'allais in the plus air, but I vite ou si remember c'est I parce landed que like je suis on my resté plus back, longtemps dans les airs, basically, because I was just mais je me souviens que trying j'ai to do atterri sur le anything dos to parce que je not faisais tout ce que land je on my pouvais feet pour pas and atterrir get as sur far les as I pieds pour could. aller le plus loin possible. So that's one time I remember like, Donc je hey, me souviens que ce jour-là, je you know, I thought pensais I que j'étais pas couldn't capable d'aller go plus any loin et further, au final, and je I l'ai did. fait. The second example is Le deuxième a little exemple bit est more un peu plus tangible. concret. I was 7 years J'avais old. 7 I ans, had just je joined venais de a m'inscrire martial à un arts cours d'arts class. martiaux. And the reason I joined was Et en fait, because je m'étais inscrit parce I que was j'étais totally complètement obsessed with obnubilé par les arts martial martiaux arts à from cause watching de films que movies. j'avais vus. And I Et je voulais I être wanted to be a Ninja une Turtle. tortue ninja. Ouais. And I thought Et je me I disais que thought in pour être order une to be a tortue Ninja ninja, il Turtle, fallait que j'ai ma I ceinture needed noire. to get my black belt. And so I Et joined this donc, martial arts je me suis school, and it inscrit à was my cette very école first day. d'arts martiaux. And I was C'était mon so tout premier jour et j'étais bought in à before I fond, even vraiment, started. avant même I was like, de I'll do commencer. whatever. J'aurais fait n'importe quoi And pour I y arriver. remember Et before je they me even souviens que les taught us the profs, material, avant même and de I just nous wanted to expliquer learn, les like, show différents me mouvements, everything. et You know, moi je voulais show tout me how to savoir, do je the voulais qu'on punches and montre the comment kicks faire and les the coups de defense. poing, I'll les do coups de it, pied, do la it all. défense, je voulais tout Before I faire. even did that Mais first day, avant they même de said, commencer, le premier truc qu'ils nous ont dit, c'est hey, before we teach bon, you, avant d'apprendre quoi que ce soit,
vous devez faire 100 pompes et 100 abdos. Et moi, j'avais 7 ans à l'époque et je me disais, mais il plaisante là, jamais de la vie je pourrais faire ça, je vais rien apprendre. Donc j'ai essayé, mais j'y suis pas arrivé au premier cours. Donc je me suis dit que c'était tout, quoi, que ça s'arrêtait là pour moi. Mais je suis retourné au cours suivant, quelques jours plus tard, et rebelote, les profs m'ont dit, avant d'apprendre le reste, tu dois faire les pompes et les abdos. Et je me disais, mais purée, mais c'est pas possible, j'y arriverai pas. Mais au final, je l'ai fait. Bon, ça m'a pris tout le cours, 1 heure en fait, mais je l'ai fait. Et c'était la première fois. Et en fait, c'est les arts martiaux qui m'ont appris à essayer de faire des choses dont je me pensais pas capable. C'était dans l'Oregon? Oui, c'était dans l'Oregon, dans une toute petite ville qui s'appelle Lapine. Beaucoup de décathloniens viennent de l'Oregon, justement. Tu penses que c'est le hasard ou tu penses qu'il y a quelque chose dans l'Oregon qui explique ça? Mon hypothèse, c'est que dans l'Oregon, il y a surtout des petites villes où les enfants grandissent. La zone la plus peuplée, c'est la région de Portland, où il y a quoi, 1 million, 1,5 million d'habitants, en comptant toute la métropole. Mais en dehors de Portland, c'est plutôt des villes de 100 000 habitants, et après 20 000 habitants, voire encore moins. Donc beaucoup d'enfants viennent de petites villes. Et dans les petites villes, quand tu veux faire du sport, tu te retrouves souvent à faire plein de sports différents. Si tu fais du football américain, par exemple, parfois tu joues à la fois en attaque et en défense. Donc il y a beaucoup de variétés et on teste pas mal de trucs à l'entraînement. Donc je pense que ça aide. On découvre en tout cas plus facilement le décathlon et on a plus envie qu'ailleurs de faire une épreuve d'athlé qui allie plusieurs disciplines. Quand tu étais enfant, ado, t'es allé au meeting Préfontaine classique à Eugene? Tu sais quoi? Oui, j'y suis allé, mais juste parce qu'au lycée, j'avais un coach d'athlé très intelligent. Et il avait vu mon potentiel pour l'athlé, mais il avait aussi vu que j'étais pas forcément... En fait, j'avais pas compris ce que ça pouvait être l'athlé pour moi. Je pensais juste que c'était un sport qu'on faisait au lycée. Et faire les Jeux, c'était quelque chose qui me paraissait tellement loin que je m'étais jamais dit que ça pouvait être un objectif pour moi. Donc il m'a amené au meeting Préfontaine et il m'a montré le stade plein à craquer avec tous ces gens qui encourageaient les athlètes et les athlètes à qui je tapais dans la main. Et tout à coup, ça devenait réel. Ça me paraissait plus si loin que ça. Ils étaient juste là, ces athlètes. Ok, ils étaient costauds et impressionnants et c'était pas du tout mon cas, mais là, ce qu'il faisait me paraissait beaucoup moins inaccessible. Donc, moi, j'y suis allé quand j'avais, je dirais, 13-14 ans. Et tu avais déjà entendu parler du décathlon à ce moment-là? Parce que il me semble avoir entendu quelque part que la première fois que tu as entendu parler du décathlon, c'est en mangeant des céréales dans ta salle à manger. Ouais, c'est vrai, ouais. À ce moment-là, quand je suis allé au meeting Préfontaine, j'avais entendu parler du décathlon juste une fois dans un article dans le journal. À ce moment-là, je devais avoir probablement 10 ou 11 ans. C'était les vacances d'été, j'avais pas école. Le matin, je me levais, je sortais jouer avec mes amis après avoir mangé des céréales. Ouais. Donc ce jour-là, je mangeais mes céréales et je suis tombé sur la une du journal et il y avait plein d'athlètes autour d'une énorme planète Terre. Et au milieu, il y avait Roman Sheberley. Et le titre de l'article était un truc du genre « Quel athlète représenterait la planète Terre à des Jeux Olympiques intergalactiques ?» Je connaissais tous les autres athlètes, Ken Griffey Jr., c'était qui les autres, Michael Jordan, des sportifs comme ça, et avec eux, il y avait Roman Sheberley. Et je me suis dit, mais c'est qui ce mec? C'est qui Roman Sheberley? Pourquoi on l'enverrait lui? Et après, j'ai lu l'article qui expliquait qu'il était décathlonien, qu'il faisait beaucoup d'épreuves en athlé, et qu'il était le meilleur athlète du monde. Et je me suis dit, oh, ok, intéressant. Et puis après, j'y ai plus repensé jusqu'au moment où, vers l'âge de 17 ans, mes coachs m'ont dit qu'ils me verraient bien faire du décathlon. C'était pour aller à l'université? Ouais, en fait, à la base, je voulais intégrer l'armée. C'était ça mon objectif. En fait, c'était tous les films que j'avais vus gamin qui m'avaient donné envie avec les combats et le fait aussi que je rêvais d'être une tortue ninja. Quand on est américain, et surtout quand on a grandi dans les années 90, on a eu la guerre du Golfe, on a
On a cette sorte de sentiment patriotique. On a vu Top Gun, tous ces trucs. Et le message, c'était hey, si vous voulez faire quelque chose de bien, si vous voulez servir votre pays, vos concitoyens, faites l'armée. Et ouais, ça m'intéressait. Je voulais me battre pour les forces du bien, ou en tout cas, l'idée que j'en avais. Mais j'étais aussi bon en sport. Et ma mère voulait vraiment que je fasse des études, mes grands-parents aussi. Et en fait, on n'avait pas d'argent, donc il fallait encore trouver comment les payer, ces études. Donc oui, pour faire court, en fait, mes coachs m'ont dit qu'ils pensaient que je pouvais aller dans une université de division 1, c'est-à-dire l'une des meilleures aux États-Unis, et ils pensaient qu'on pouvait me payer pour ça, que je pouvais avoir une bourse. Donc je leur ai demandé ce que je devais faire pour ça, et ils m'ont répondu ce truc s'appelle le décathlon. Donc j'ai dit ok, ça a l'air cool, c'est parti. À ton avis, qu'est-ce qu'ils avaient vu chez toi, ces coachs, qui les a fait penser que tu étais fait pour le décathlon? Bah, tu sais, je leur ai jamais posé la question directement. Je sais juste ce que je les ai entendus dire dans les podcasts, les interviews ou ailleurs. Mais je pense qu'il y a peut-être 3 choses. La première, c'est que j'étais un bon gamin. J'avais un bon fond. La deuxième, j'étais très facile à coacher. Ce que je veux dire, c'est que à chaque fois que mes coachs me disaient de faire quelque chose, je faisais exactement ce qu'ils me demandaient. Et jusqu'au moindre détail, même s'ils me disaient par exemple de mettre un petit peu plus mon pied comme ci ou ma cheville comme ça, ou de tourner la hanche par exemple, des trucs comme ça, je faisais exactement ce qu'ils me demandaient. J'avais un très bon contrôle de mon corps grâce à tous les autres sports que j'avais fait, et surtout grâce aux arts martiaux. Et la troisième chose, c'est que je pense qu'ils avaient vu beaucoup de potentiel en moi. Je pense qu'ils se disaient que j'avais encore une énorme marge de progression. Ok, mais c'est allé super vite pour toi, ta progression. Ouais, c'est vrai. Tu as participé à tes premières sélections pour aller aux Jeux après seulement 1 an de décalage, c'est pas ça? Oui. Je suis rentré à l'université d'Oregon en 2007 et cette année-là, j'ai rien fait. Je crois qu'on peut dire ça. À mon premier décathlon, j'ai fait 6977 points. Et je pense que cette année-là, mon record à la perche, c'était... je sais pas... ça devait être 3 mètres, 3 mètres et demi, 4 mètres, un truc du genre. Et je pense qu'à la fin de l'année, j'avais un record de 7123 points. Et 1 an plus tard, j'étais aux sélections américaines. Mon 6e décathlon de toute ma vie, c'était aux sélections américaines pour les Jeux de 2008. Ça avait lieu à l'université d'Oregon. Je venais de gagner les championnats universitaires avec 8060 points, 8065 dans ces eaux-là. Et aux sélections américaines, j'ai fait autour de 8100, je crois, je me souviens plus exactement. Donc oui, j'ai progressé super vite. Alors, t'es passé pro en 2011 et t'as décroché la médaille d'argent aux mondiaux de Daegu. Corrige-moi si je me trompe. Ouais, c'est ça, exactement. Je t'ai entendu dire que si t'avais gagné à Daegu, t'aurais probablement pas gagné les Jeux de Londres l'année suivante. Ouais, je le pense vraiment, oui. Pourquoi? Si je dis ça, c'est parce que j'ai beaucoup appris de ma défaite à Daegu et ça m'a aidé pour la suite. Et je sais pas qui va écouter le podcast, mais pour donner un peu de contexte, pour les personnes qui connaissent pas bien l'athlète, j'étais le meilleur du monde avant ces championnats du monde de 2011. J'avais la meilleure performance mondiale de l'année. J'avais fait 8700 points sans vraiment m'employer aux sélections américaines. Je m'étais même surpris moi-même, pour être honnête. C'était waouh, je fais 8700 points comme ça, sans forcer, ok. Donc en arrivant à Daegu, c'était ma première année pro, j'étais très sûr de moi et j'étais sûr que j'allais gagner facilement et j'ai perdu. Et en fait, j'étais pas du tout prêt à être pro et à gagner une compétition internationale. Il y a plein de choses qui n'allaient pas et ça, je l'ai compris à Daegu. Le premier truc, c'est que j'arrivais avec des attentes trop élevées.
Peut-être un mois et demi avant Daegu, j'avais fait 8700 points sans vraiment m'employer. Donc je m'attendais à faire pareil, voire encore mieux. Donc dès le 100 mètres, quand j'ai pas fait le chrono que je pensais faire, je me suis dit merde, ça se passe pas comme prévu. Après, je suis allé à la longueur et j'ai sauté quelque chose comme 7 mètres 20, je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'était vraiment pas une bonne perf alors que je m'attendais à faire plus de 8 mètres. J'arrivais vraiment hyper confiant, je me sentais super bien, j'étais super jeune. Je pensais que j'allais faire 8 mètres et je me retrouve à faire 7 mètres 20. Donc mentalement, j'ai perdu pied. Donc Daegu m'a appris à gérer ou plutôt à espérer le meilleur tout en me préparant pour le pire, mentalement. Évidemment, mon objectif c'est toujours de faire de mon mieux, mais maintenant je vais me préparer pour le cas où ce serait la cata. Et c'est ce que j'ai fait après. Le deuxième truc que Daegu m'a appris, c'est que c'est jamais fini. Il y a toujours quelque chose à aller chercher, parce que même après le désastre des premières épreuves, même à la perche, je pense que j'ai fait que 4,60 m, mais malgré tout ça, j'ai quand même eu la médaille d'argent. Mais après la perche, j'avais qu'une seule envie, c'était que ça se termine. Je me disais que j'allais finir 10e, c'était quoi l'intérêt? J'avais vraiment un problème d'attitude. Donc le deuxième truc que ça m'a appris, c'est qu'il y a toujours une chance, parce que tout le monde galère, les adversaires aussi. Et je pense que le troisième truc que ça m'a appris, c'est que, et ça rejoint d'ailleurs un petit peu ce que je disais tout à l'heure, espérer le meilleur, mais se préparer au pire. Ça m'a appris comment m'entraîner mentalement et physiquement pour gagner. Avant Daegu, je m'entraînais toujours dans les meilleures conditions possibles. Oh, il fait beau aujourd'hui, on va faire une séance de perche, on a le vent dans le dos. Oh, il pleut, c'est pas top pour faire du disque, on va faire autre chose à la place. Et quand je suis rentré chez moi, après Daegu, quand j'ai commencé à m'entraîner pour 2012, à chaque fois que les conditions étaient mauvaises, je faisais quand même ce qui était prévu, peu importe les conditions. Oh, il y a un vent de travers pour une séance de perche, oh, c'est pas grave, on y va quand même. Le plateau est humide pour le disque et le poids, c'est pas grave, on va lancer. J'avais pas le choix, je voulais pas me retrouver dans une situation que j'avais pas préparée à l'entraînement. Par exemple un plateau humide ou un vent de face ou de travers à la perche. Et c'est ce que j'ai fait à partir de ce moment-là. Et ces trois changements dans mon état d'esprit, dans mon approche, comment dire, une fois que j'ai compris ce que je devais faire pour progresser et gagner, j'ai plus jamais perdu. Ensuite, tu as eu une super année en 2012. Oui. On va d'abord parler des sélections américaines pour les Jeux de Londres. C'était à Eugene, à Hayward Field. Exactement. Non seulement tu as gagné, mais tu as battu le record du monde. Et j'ai l'impression que c'était pas ton objectif, le record du monde, que tu l'as presque battu sans le vouloir. Oui. 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 Les sélections américaines pour les Jeux de Londres m'ont confirmé que j'avais la bonne approche, que je faisais ce qu'il fallait pour atteindre mes objectifs dans mon sport. Et je dis ça parce que la météo était absolument catastrophique. mais j'ai fait des super perfs, évidemment, dans toutes les épreuves, presque toutes. Et j'étais prêt, il pleuvait des cordes, mais ça m'a pas dérangé parce que je m'étais préparé à ça à l'entraînement. Après, il y avait cette question d'état d'esprit. Mon seul objectif pour ces sélections, c'était d'être dans le top 3. Bien sûr, je savais que j'étais le meilleur américain à ce moment-là et que j'avais ce qu'il fallait pour gagner, mais ça m'était égal de gagner. Tout ce que je voulais, c'était aller au jeu. Même si j'avais fait 3e, si j'avais galéré et fini en rampant pour faire 3e, ça m'aurait été. Et je pense que mentalement, ça m'a permis, ça a fait baisser mes attentes en fait. Je me disais, ok, je vais faire 8400 ou 8300 points, peu importe. C'est tellement plus facile que de vouloir absolument faire 9000 ou 8800 points. Donc quand je suis arrivé à cette compète, j'étais hyper détendu et assez confiant, je pense. Et je me disais que ça allait le faire et c'est ça qui m'a permis de battre le record du monde. Et c'était vraiment une surprise. À l'époque, c'est pas que j'étais naïf, je savais que j'avais le potentiel pour, mais je pensais que je le ferais en 2015 ou 2014, quelques années plus tard. Je pensais que j'avais encore des choses à apprendre et à prouver. Donc j'étais très surpris.
C'est après la perche que ton coach t'a parlé du record du monde? Ou c'était avant ou après la perche? Ouais. Et d'ailleurs, à la perche, on avait un vent de dos. Non, pardon, un vent de face. On avait un vent de face et il pleuvait et j'ai battu mon record personnel. Comme quoi, ça avait marché. Après la perche, je savais que j'allais faire un super total, mais je faisais pas super attention aux points. Mais pendant la pause, avant le javelot, Harry, mon coach, m'a dit mec, si tu fais telle distance au jave, il suffit juste que tu utilises bien ta hanche et que tu envoies bien ton jave. Et rien qu'à le regarder, je voyais qu'il était surexcité parce qu'il sentait que je pouvais battre un record. Je savais qu'à l'époque, le record des États-Unis était autour de 8700, 8800. Donc j'ai dit, ok Harry, je dois faire quoi au jave pour battre le record des États-Unis? Et il m'a regardé, il était au bord des larmes et il m'a dit, pas le record des États-Unis, Ashton, le record du monde. Et là, j'ai eu des frissons partout. Et j'étais vraiment... Non, en fait, je m'attendais pas du tout. J'avais vraiment beaucoup d'admiration pour Roman depuis longtemps, depuis que je m'étais renseigné sur ce que c'était le décathlon, sur sa carrière. Et je l'avais rencontré en 2011, je l'avais même affronté en compétition en 2011 lors d'un heptathlon en salle à Tallinn. Donc c'était vraiment un truc de fou. Et là j'ai commencé à stresser. J'ai pas lancé le javelot aussi loin que je devais. Donc j'ai dû aller assez vite sur le 1500. Et je me souviens juste qu'avant le 1500, je me suis assis et je me suis dit, un peu comme à l'époque où je faisais des arts martiaux, j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai jamais couru aussi vite et je sais pas si j'en suis capable. Je me suis jamais entraîné pour ça, pour courir aussi vite. Et donc, mais j'avais toujours cet état d'esprit de quand j'étais gamin. Et je me disais que j'avais deux options, essayer ou pas essayer. Donc j'ai décidé d'essayer, je savais ce que je devais faire et je connaissais les temps de passage, il n'y avait plus qu'à. Et tu visais aussi les 9000 points. Est-ce que tu aurais été content de faire, disons, 9001 points? Ou est-ce qu'il te fallait absolument le record du monde pour être content? Oui, c'est une très bonne question ça, on me l'avait jamais posée celle-là. En fait, je dirais non. Et si je dis ça, c'est parce que mon objectif, une fois que j'ai pris conscience que le record du monde était possible, ou en tout cas envisageable, mon objectif c'était de le battre. Là pour le coup, je peux pas dire que je suivais mon principe de ne pas avoir d'attente particulière. Quand je me suis retrouvé au départ de la dernière épreuve, j'avais qu'une idée en tête, c'était de battre le record du monde. Donc je pense que j'aurais été déçu si j'y étais pas arrivé. Oui. En tout cas, c'était une bonne question. Ensuite, tu as gagné les Jeux de Londres. Et j'ai entendu ton coach dire que ça avait été le décathlon le plus facile de sa carrière en tant que coach. Est-ce que tu sais pourquoi il dit ça? Oui. Ouais, il dit ça parce que j'étais prêt mentalement. Enfin, je veux dire, on était prêt mentalement et physiquement. Et quand j'y repense, je me dis qu'on n'a fait vraiment aucune erreur dans ce décathlon. Vraiment, tout s'est bien passé. Il y avait rien à redire. Et je pense qu'après, dès le 100 mètres, en fait, j'ai pris la tête et je ne l'ai plus jamais perdu. Le moment où j'ai eu le moins d'avance, c'est quand Trey Hardy était à 99 points derrière moi au moment du disque. Je pense que mon coach s'attendait à ce qu'il y ait une vraie bagarre, que ce soit difficile. C'était vraiment un de ses objectifs qu'un de ses athlètes devienne champion olympique du décathlon. C'était l'objectif de sa vie. Et je pense qu'il s'attendait vraiment à ce que ce soit beaucoup plus difficile que ça l'a été. Un peu comme moi après Daegu. Je m'attendais à ce que ça se passe d'une certaine façon, mais avant les sélections américaines pour les Jeux de Londres, je veux dire. Tout ce que je voulais, c'était faire troisième. Donc, je pense qu'Harry a vraiment été surpris de voir à quel point c'était facile d'enchaîner les bonnes perfs, parce qu'il pensait vraiment que ça allait être beaucoup plus difficile. Il y a eu pas mal de compétitions, on a eu des moments de tension, de stress, où on savait pas ce qu'on allait faire, où on se disait qu'il fallait faire telle ou telle perf à telle épreuve, mais rien de tout ça à Londres. Tu as gagné les mondiaux en 2013.
Et après, en 2014, tu t'es dit, 10 épreuves, c'est pas assez, je vais en essayer une 11e. Et t'as fait du 400 haies. C'était l'idée de qui? Moi. C'est moi qui ai eu l'idée. Je pense Parce que... que t'avais besoin de faire une pause sans décathlon? Oui. Et j'en ai parlé à Harry. En fait, après les mondiaux de Moscou en 2013, j'étais complètement claqué. Je me souviens que j'étais fatigué à la fin du DK, ça c'était normal, mais même après. Les 3 années que je venais de vivre avaient été hyper tendues. Là, c'était fini, on avait atteint tous nos objectifs, mais ça avait vraiment été difficile. Et immédiatement, à la fin du DK, au moment où j'allais répondre aux médias, je pense, je me suis dit, si je veux continuer en 2015, 2016 et 2017 et essayer de gagner à chaque fois, j'ai besoin de faire une pause. Donc je vais faire une pause en 2014 sans aucun décathlon. Je me souviens que j'ai écrit à mes sponsors, à Nike à l'époque, et j'ai expliqué ce que Harry et moi pensions faire. Et on a choisi le 400 haies pour 2 raisons en fait. La première, c'est que pour me préparer pour ce nouveau cycle de 3 ans, on voulait que je sois en super forme sur le 400. C'est un peu la base du décathlon, en tout cas selon nous. Et la deuxième, c'est que c'était l'épreuve dans laquelle je pensais pouvoir être compétitif. Sur 117, ça aurait été un peu plus difficile. On avait aussi pensé à la perche, mais on se disait que je risquais plus de me blesser et on n'avait vraiment aucune envie de sculptiner les perches à chaque déplacement. C'est toujours galère. Alors qu'avec le 400 haies, on se disait que ce serait plus facile, que je pourrais aller en Europe pour faire 10 meetings en emmenant juste une paire de pointes. Donc c'est ce qu'on a fait. Mondo Duplantis a participé au podcast il y a quelques semaines et on a parlé justement de la galère de voyager avec des perches. Oui. Ouais, après, je suppose que lui, avec son palmarès, il a plusieurs jeux de perches pour pas devoir se les trimballer de partout, mais ouais, vraiment, c'est un cauchemar de voyager avec des perches. C'était comment de faire le circuit Diamond League? Parce que c'était quelque chose de nouveau pour toi. C'est un super souvenir. Honnêtement, c'était une des meilleures années de ma vie. Et c'est peut-être parce que j'avais aucun stress. Je voyageais partout dans le monde, j'avais pas la pression de devoir parfait, personne s'attendait à ce que je fasse quoi que ce soit de spécial sur la distance, et moi non plus d'ailleurs. Donc bizarrement, c'était aussi une période de création où j'explorais un peu, je me demandais ce que je pouvais faire, c'était un peu comme un retour en enfance, comme quand j'ai commencé à faire du DK, quand il n'y avait aucune attente. Donc vraiment, je me suis éclaté. J'allais d'un pays à l'autre en Europe, en avion, en train ou en voiture. Et je faisais des progrès en plus. J'ai vraiment adoré affronter les autres mecs sur le circuit et mes entraînements étaient incroyablement courts. Et ouais, honnêtement, à ce moment-là de ma vie, je pensais déjà à ce que je faisais dans le sport et à ce que j'allais faire après. Et maintenant que j'y repense, j'essaie de noter quelque part tous les livres que je lis. Et en 2014, j'ai lu quelque chose comme 30 livres. Sans même vraiment m'en rendre compte en fait. J'allais à l'entraînement, je rentrais chez moi, je faisais les soins kinés, j'avais beaucoup de temps libre. Brian et moi, on n'avait pas encore d'enfants à l'époque. Je lisais dans l'avion, après l'entraînement. Ouais. Cette année a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. Parce que beaucoup de choses que je fais aujourd'hui sont le résultat de trucs que j'ai lus ou auxquels j'ai réfléchi en 2014. Ok. Est-ce que tu penses que ton passage sur 400 haies t'a aidé par la suite pour le 400 plat? Parce que quand tu as fait 45.00 à Pékin lors des mondiaux sur le 400, pendant ton décathlon record du monde, il y a un consultant français qui commentait la course pour la télé qui a dit que tu avais fait des trucs à l'entraînement pour le 4H qui t'avaient probablement aidé pour le 400 plat, différents schémas de course par exemple. Oui. Oui, ça c'est sûr. J'aurais jamais fait les perfs que j'ai faites sur 400 plats sur mon passage sur 400 et c'est pas juste à cause de ce que je faisais à l'entraînement. Comme a dit ton collègue, le 400 m'a appris beaucoup de choses et surtout il y avait une séance qu'on faisait à l'entraînement
Et c'était des séries de 300 mètres, donc je courais 300 mètres, j'avais quelques minutes de récup et je refaisais 300 mètres, et des séries de 150 mètres. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'à l'époque où je m'entraînais pour le 400 haies, je faisais ces séries de 150 mètres, mais en mettant les 3 premières haies. Donc je faisais ça en... Ah non, attends, non, c'est pas ça, je me trompe. Je faisais des séries de 200 mètres, mais en mettant les haies sur les 150 premiers mètres. Donc il devait y en avoir 3. Et je me souviens que Harry m'avait donné le chrono du 200 mètres, après avoir passé 3 haies. Et je lui avais dit, non, ah non, c'est pas possible, tu t'es trompé dans le chrono, je cours pas aussi vite que ça. Il m'avait dit, non, je te promets, c'est ça. Et pourtant, physiquement, j'avais pas la sensation d'avoir fait un gros effort. Je comprenais pas comment j'arrivais à faire des chronos pareils alors que j'avais pas les sensations que j'ai d'habitude quand je suis à fond. Ce qui se passait, c'est que les haies t'obligent à vraiment partir très fort. Un peu comme Karsten Warholm. Si tu veux le faire en 13 foulées. Et elles t'obligent à continuer comme ça jusqu'à la sortie du virage, jusqu'au 100 mètres, voire 120 mètres. Donc après la 3e haie, je finissais mon 200 sur du plat. Il y avait plus de haies, donc je me relâchais et je faisais des temps de malade. Donc ça m'a appris que si j'arrivais à partir comme ça sur un 400, j'arriverais probablement à faire un bien meilleur chrono. Et effectivement, j'ai fait mon tout premier 400 plein à Santa Barbara, dans un tout petit meeting d'épreuves combinées. Le meeting s'appelle Sam Adams. J'ai pas fait le DK là-bas, j'ai juste fait certaines épreuves, mais de mémoire, c'était la première fois que je descendais sous les 46 secondes sur 400. J'ai dû faire un truc comme 45,6 ou 45,4 et je me suis dit, ok, ça fonctionne. Et j'ai géré ma course comme un 400 haies, sauf qu'il n'y avait pas de haies et ça m'a fait gagner 1 seconde. Donc, ouais. Et tu aurais probablement pu descendre sous les 45 en dehors d'un décathlon. Je sais. Je sais. Je pense aussi que j'en étais capable. Et j'ai fait beaucoup de 400. Beaucoup de 400 hors décathlon. Mais je suis jamais descendu sous les 45. Mais à Pékin... En fait, je pensais que j'allais faire un chrono dans les 46 parce que j'étais assez fatigué, mais je me souviens que j'avais regardé les séries avant la mienne et j'avais vu que les mecs avaient battu leur record personnel. En tout cas, ils avaient fait des super chronos et je m'étais dit, oh, j'y vais à fond, je verrai bien. Donc, ouais. Enfin, évidemment, ça se voit sur les images, j'arrivais pas à y croire. J'étais genre, mais non, jamais de la vie j'ai fait 45,00, il y a un problème quelque part. Je regardais autour de moi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ces mêmes championnats sur le 200 mètres, Veronica Campbell-Brown était au couloir 5 et elle s'était portée dans le couloir 6. Donc, à l'arrivée, je me suis dit, peut-être que moi aussi, je me suis trompé, je suis peut-être passé du couloir 6 au couloir 5 et je vais être disqualifié. Mais ouais. Mais c'est clair que ça aurait été cool de faire 44,9, mais bon, c'est comme ça. Ouais, mais bon, ça aurait été cool, mais tes records sont déjà impressionnants comme ça. Pour continuer à parler de Pékin, j'adore regarder la vidéo du 1500. C'est Larbi Bourada, l'Algérien, qui a gagné le 1500. Oui. En regardant la course, je me suis demandé s'il avait essayé de t'aider ou pas. Tu sais si c'était quelque chose de volontaire de sa part d'être juste devant toi comme ça? Pour être honnête, je sais pas non plus. Il parlait pas très bien anglais, en tout cas c'est l'impression que j'avais. Mais c'est vrai qu'après avoir regardé la vidéo, je me souviens qu'il se retournait, donc peut-être que oui, il essayait de m'aider, ou peut-être qu'il voulait juste pas que je le batte, parce que c'était hyper important pour lui de faire un gros chrono sur 1500. Il était très fier de gagner à chaque fois. Il gagnait tout le temps le 1500 du DK. Donc qui sait, tout ce que je sais, c'est que une fois que j'avais un peu décroché, et puis je me suis dit que je devais revenir, que je pouvais pas le laisser partir devant comme ça. Et je savais que si j'arrivais à rester avec lui, je serais pas loin du record. Et effectivement, ça s'est joué à pas grand-chose. Je pense qu'à 1 seconde ou une demi-seconde près, je ratais le record. Donc, je me souviens juste que je regardais ses pieds sur la piste. Je regardais même pas devant moi. Je me disais, je veux pas savoir ce qu'il me reste à courir, je veux juste fixer les jambes de ce mec. Donc, ouais. L'année suivante, tu as gagné ton 2e titre olympique à Rio. Et il y a quelques années, tu t'es écrit une lettre à toi, gamin, dans laquelle tu parles des Jeux de Londres, justement. Je te cite. « Tu vas participer aux Jeux de Londres, mais pendant ton séjour là-bas, tu vas choisir de rester quasiment tout le temps dans ta chambre. Les gens vont te demander comment c'était à Londres et t'en auras pas la moindre idée.
Fin de citation. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait différemment au jeu de Rio? Oui et non. À Rio, j'ai passé beaucoup plus de temps à la cafette et c'est tout en fait. J'ai passé beaucoup plus de temps avec les autres athlètes de l'équipe, j'ai passé beaucoup plus de temps avec ma femme et on a fait le camp d'entraînement de l'équipe du Canada d'ailleurs. J'ai passé pas mal de temps à jouer à des jeux avec d'autres athlètes, donc je savais que c'était mes derniers jeux, donc je voulais plus voilà, profiter des lieux, si je peux dire les choses comme ça. Je suis pas sorti faire la fête ou même visiter Rio, mais je me disais que j'étais au jeu, que c'était un moment spécial dans une vie, que c'était pas donné à tout le monde de faire les jeux et que c'était très probablement la dernière fois que je vivais ça comme athlète. Donc je pense que c'est la seule différence par rapport à Londres. J'étais un peu moins dans ma chambre, je me baladais un peu dans le village, je regardais les bâtiments pour essayer de vraiment m'imprégner du moment. Ouais. Je voulais qu'on parle aussi de l'entraînement pour le décathlon, parce qu'évidemment, les décathloniens ne peuvent pas s'entraîner autant pour chaque épreuve que les spécialistes. Comment t'organisais ton entraînement? Alors en fait, on divisait l'année en 4 phases. On avait d'abord la phase de reprise à partir d'octobre-novembre, donc 2-3 mois après un grand championnat, que ce soit les Jeux ou les mondiaux. Et ça a duré 3 mois. Pendant cette période, on posait les bases pour la suite en faisant beaucoup de circuits de muscu, beaucoup de séances de courses plus longues et aussi plus difficiles. Et après, on passait à la phase suivante, la phase technique. Là, on remettait les pointes et on faisait plus de séances techniques, par exemple des séances de saut à la perche ou en hauteur, des trucs comme ça. Pendant la première phase, c'était juste des gammes. La troisième phase, c'était l'été, c'était la phase de compétition, donc pas mal de déplacements, de compètes et donc un peu moins d'entraînement, mais des entraînements plus intenses. Et la dernière phase, c'est le repos. Pendant chacune de ces phases, tous les... On raisonnait pas en termes de mois en fait, mais en termes de semaines. On faisait toujours 2 semaines difficiles, une semaine facile. Les 2 semaines difficiles, c'était l'entraînement normal. La semaine facile, on allait s'entraîner, mais moins longtemps. On faisait moins de muscu et on faisait pas non plus de séances de course hyper difficiles. L'idée, c'était de récupérer tout en restant actif. Et on faisait comme ça parce qu'on peut pas, en tout cas, l'expérience nous a montré qu'on peut pas tout le temps s'entraîner comme des fous. Il faut avoir des moments où c'est moins difficile. Maintenant, si on passe à la structure de chaque semaine, le lundi, on allait s'entraîner. En fait, on s'entraînait tous les jours de 10 à 13 environ. Le lundi, le mercredi et le vendredi, on avait nos séances difficiles de course et de saut. Le mardi, jeudi et samedi, on bossait les lancers et on faisait de la muscu. Et, par exemple, le lundi, on faisait du poids, de la hauteur, des haies et de la course. Le mercredi, c'était perche, longueur et course. Et le vendredi, on choisissait l'une de ces disciplines, où on faisait les deux, et en plus encore de la course. Le mardi, le jeudi et le samedi, c'était toujours la même chose, du disque, du jave et de la muscu. Et on faisait aussi des départs en start de temps en temps, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'on organisait l'entraînement. Est-ce qu'il y a certaines disciplines qui se ressemblent, même si, comme ça, à première vue, elles n'ont rien à voir? Ouais, en fait, pour générer de la puissance, il faut que le corps soit dans une certaine position. Et c'est quasiment toujours la même, quel que soit le sport. Donc, au jave, par exemple, si on regarde la position au moment où on s'apprête à lancer, c'est très similaire à ce que l'on fait au disque. Ça ressemble aussi beaucoup au baseball. En fait, la seule différence, c'est la position du bras, pour simplifier un peu. Donc si on faisait du jave, et à la hauteur aussi, c'est quasiment la même chose. Posture droite, le corps un peu vers l'arrière, enfin bref. Donc je dirais que les principes de base sont les mêmes dans toutes les épreuves. Et on a toujours les mêmes positions de base pour générer de la puissance. Et j'ai mis du temps
à l'apprendre et à le comprendre, mais ouais. Ça t'est arrivé de t'entraîner avec des spécialistes? Je sais que Kevin Mayer fait ça parfois. Au départ, on s'entraînait seulement avec Harry. On a fait comme ça plusieurs années. Mais après, avec l'âge, on progressait de moins en moins. Mais on pensait qu'on avait encore du potentiel. Donc, on en a discuté avec Harry pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour certaines épreuves en particulier. C'était pas les mêmes pour Brian et pour moi. Pour moi, c'était le jave, la hauteur et le disque. Donc, dans ces 3 disciplines, ça nous est arrivé de travailler avec des spécialistes. Ok. Est-ce qu'il y a une discipline qui te posait plus problème que les autres? La hauteur. La hauteur. Ça a toujours été la hauteur? Non, pas toujours, non. La dernière année où j'ai bien sauté, c'est 2011. Peut-être 2012. En 2011, je sautais régulièrement entre 2,09 et 2,11, je pense. Et en 2012 aussi, je pense. Mais en 2013, quand je m'apprêtais à aller à Gutsis, c'était en 2013, Gutsis? En tout cas, j'ai essayé plusieurs fois d'aller à Gutsis et à chaque fois, je me suis blessé. C'est vraiment dommage. Mais il y a une année, j'étais à la hauteur. J'ai commencé à enrouler la barre et j'ai senti une douleur dans mes lombaires. Je ne sais toujours pas exactement ce qui s'est passé, mais j'arrive vraiment même plus à me mettre debout. Et après ça, et je me souviens qu'un jour, pas longtemps après, à cause de ce problème dans le bas du dos, je me suis fait mal au genou à l'entraînement parce que je compensais ou un truc du genre. En tout cas, il y a eu un avant et un après. J'ai plus jamais sauté haut à la hauteur. J'arrivais plus à mettre mon corps dans la bonne position. J'avais toujours mal quand je faisais de la hauteur et je sautais toujours comme une merde. Parfois, je faisais 1,92 à certaines compétitions. Katharina Johnson-Thompson et Nafi Thiam m'auraient battu. Donc, la hauteur, c'était toujours compliqué. Donc tu dirais que c'est la hauteur, la discipline où tu n'as pas réussi peut-être à exploiter tout ton potentiel, ou il y en a une autre? Oui, c'est probablement la hauteur. Ouais. Je pense que j'avais le potentiel pour faire autour de 13. J'ai toujours eu des prédispositions pour les sauts. Je dis toujours en rigolant que sauter haut, ça va, c'est sauter en hauteur le problème. Donc, je pense que c'est l'épreuve où j'ai perdu le plus de points. Quand je regarde mes résultats, j'hallucine parce que j'ai battu le record du monde en sautant quoi à la hauteur? 1,96, 2,01. Si j'avais fait 2,09, je pense que chaque barre c'est 7 points de plus ou quelque chose comme ça. Le total aurait été vraiment top, ou en tout cas nettement meilleur. Mais d'ailleurs, c'est une autre question que j'avais parce que on sait que les lancers rapportent pas beaucoup de points. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête à l'entraînement? Est-ce que tu te disais parfois, il vaut mieux s'entraîner pour cette discipline plutôt que pour une autre parce que ça rapporte plus de points? Pas forcément à l'entraînement. Je pense que ce qu'on essayait surtout de faire à l'entraînement, c'était de maintenir un niveau minimum de performance qui me permettrait d'être compétitif et de faire beaucoup de points. Assez en tout cas pour aller chercher une médaille. C'était ça notre priorité, de maintenir ce niveau minimum. Et après, on regardait où c'était le plus utile de progresser pour que ça rapporte le plus de points possible. Et souvent, c'était dans les lancers. En général, en championnat, j'étais nettement en tête après la longueur ou après le 100 mètres et la longueur. Et après, au moment du poids, je faisais 14 mètres 10. Et si j'avais fait ne serait-ce que 14 mètres 80, ça aurait été mieux. Donc c'est ça qui faisait qu'on bossait une épreuve ou une autre. J'ai réalisé, je pense que je devais être en 2e année à la fac, que j'avais les points forts qu'il fallait pour faire de gros totaux au DK. Et c'est intéressant parce que par le passé, les décathloniens étaient en général assez costauds. Et bon, un peu partout, un peu comme Kevin Mayer. Mais on a 2 exemples aux États-Unis de mecs qui m'ont précédé et qui étaient
hyper balèze dans les courses et dans les sauts. Enfin, Brian Clay était aussi bon dans les lancers, en fait. Mais Brian Clay et Trey Hardy étaient hyper rapides. Et quand je suis arrivé, moi aussi, j'étais bon dans les courses et les sauts, mais c'était la cata en lancer. Mais je me suis vite rendu compte qu'on pouvait être compétitif même en étant nul dans les lancers à partir du moment où on était hyper bon en course et en saut. Et voilà, et c'est ça qui m'a fait prendre conscience que j'avais probablement le bon profil pour faire beaucoup de points. Est-ce que tu sais combien de temps ça représente les épreuves? Juste les épreuves, au total, sur les 2 jours d'un décathlon? Oui. En général, en grand championnat décathlon, ça dure 26 heures. Donc, on commence à 9h du mat et on finit à 22h30. Les 26 heures, c'est 26 heures passées sur la piste. Quand on commence à 9h, on doit se réveiller à 5h. Et quand on finit à 22h30 avec le 400 mètres, on rentre au village après avoir vu le kiné et après avoir mangé. Et en général, à minuit et demi, on est couché. Donc, ça fait une journée de 19 heures. Sur les 26 heures sur la piste, on passe environ 5 minutes. Je dirais 5 minutes et demie. Non, pardon. 6 minutes et demie à faire nos épreuves. Et sur ces 6 minutes et demie, 4 minutes et demie à courir le 1500. Waouh. Pendant les temps morts, tu faisais quoi pour pas trop gamberger? Donc si ça dure 26 heures, mais qu'on n'a que 6 minutes d'épreuve, qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? Parce qu'il y a évidemment des moments où on s'échauffe et tout ça, mais le reste du temps... Oui. Oui, je dirais que la plupart du temps, pendant ces 26 heures, on fait rien de spécial, on traîne et on est dans ses pensées. Et c'est tout. Vous pensez à quoi en général? Vous pensez aux épreuves précédentes qui ne sont pas forcément passées comme prévu? Honnêtement, on pense à tout et n'importe quoi. On pense à ses épreuves, on pense à ce qu'on doit faire après, on pense aux points, on pense à ses adversaires, on discute avec eux. On regarde les tribunes et on se dit « Waouh, c'est quand même hyper cool d'être athlète ». Ou parfois, certaines compètes, on se dit « Mais ils sont passés où les gens ?» Mais honnêtement, en général, on passe son temps à se lever, s'asseoir, se relever, se rasseoir. On fait un peu les 100 pas parce que c'est stressant comme environnement. Et dans un environnement stressant comme ça, n'importe quelle créature biologique essaie d'évacuer ce stress comme elle peut. Et donc en général, on tient pas en place, on discute avec les autres, parfois on essaie de dormir un peu, mais faut pas trop dormir non plus, parce qu'après on est un peu dans le cirage. Ouais, ça se joue aussi dans la tête, le DK, c'est ça qui est aussi super intéressant. Donc, ouais, moi je faisais ça en général. Et après, quand on est plus à l'aise, on discute avec ses adversaires. Et on regarde, j'allais oublier, mais on regarde les autres pendant leurs épreuves. On les encourage. Parfois, on se demande s'ils sont blessés, s'ils vont bien, ce qu'ils pourraient faire mieux, ce qu'ils peuvent nous apprendre. Ok. C'est quoi le truc le plus bizarre que ton coach t'ait dit de faire? Le truc le plus bizarre? Ouais. Honnêtement, en fait, il y a un truc qui m'a paru bizarre au début, mais après j'ai compris. Un jour, Harry a dit on va commencer à faire des séances dans la piscine. On était plutôt jeunes et je pense qu'il voulait qu'on se préserve un peu physiquement pour pas avoir de séquelles à long terme, d'où l'idée de faire des séances de course dans la piscine. Et donc il avait écrit sa séance et je savais pas trop à quoi m'attendre, pour être honnête. À l'université d'Oregon, on avait des tapis de course aquatiques, donc on pouvait vraiment mettre une vitesse hyper élevée et on pouvait aussi ajouter les jets d'eau pour augmenter la difficulté. Mais au début, j'étais vraiment sceptique, je voyais pas trop l'intérêt. Mais ouais, c'est la seule fois où j'ai trouvé qu'Harry avait une idée bizarre. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ta décision de mettre un terme à ta carrière, de ce que tu as fait aussi depuis, et peut-être aussi des choses que tu as apprises grâce à l'athlète qui te servent aujourd'hui dans ta nouvelle vie? Bien sûr. Ça fait... Attends, on est quel jour aujourd'hui? Le 5 janvier. Ah, ça c'est marrant, parce que il y a 6 ans, le 4 janvier, Brian et moi on a annoncé qu'on arrêtait l'athlète. C'était en 2017. Et on a passé toute l'année 2017 à rendre visite à des amis et à de la famille.
Et on pensait à ce qu'on voulait faire après, à où on voulait vivre. Donc cette année-là, on voulait juste profiter de plus être athlète pour nous reposer, voir des proches qui nous soutenaient depuis des années. Et à la fin de l'année, on a déménagé à San Francisco et là-bas, on a travaillé dans des startups. Personnellement, moi, je voulais bosser dans les sciences et la technologie. C'était vraiment mon objectif après l'athlète de travailler dans le domaine des énergies durables, dans l'industrie spatiale, par exemple, dans des domaines que je trouvais intéressants et importants pour l'avenir. Mais c'est pas ça que tu as étudié à l'université, si? Non, à l'université, j'ai fait de la psycho. J'ai toujours aimé les sciences et la technologie, toujours. Mais j'avais peur des maths, comme beaucoup de gens. Et je pense que c'est parce que j'avais pas de bons profs ou de bons coachs, on pourrait dire, capables de me faire aimer les maths. Enfin bref, on a fait ça en 2018, 2019. Et en 2019, Brian et moi, on est partis en vacances en Islande et à Amsterdam. Et c'est à ce moment-là qu'on a su qu'on allait avoir un bébé. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de bosser et de reprendre mes études pour étudier le génie mécanique. Ça faisait un moment que je repoussais. Je me demandais si j'étais pas trop vieux pour reprendre mes études et apprendre tous ces trucs qui m'intéressaient dans les sciences et la technologie. Sciences et l'ingénierie plutôt. Mais au final, je me suis dit, on s'en fout de mon âge, je fais ça. Et c'est ce que j'ai commencé en 2019. Et après, j'ai aussi commencé à bosser chez Intel. Et donc, de 2019 à 2022, j'ai bossé chez Intel, tout en suivant des cours à temps partiel. Et on a eu 2 enfants. Je m'éclatais chez Intel, j'avais vraiment un super job. C'était pour les Jeux Olympiques et plus spécifiquement pour l'athlète. Pour pas faire trop compliqué, on utilisait des ordinateurs, des caméras et la vision par ordinateur de l'intelligence artificielle pour suivre les mouvements humains, et on s'en servait pour produire des informations biomécaniques en 3D. Donc, par exemple, si on filmait quelqu'un qui lançait le disque, qui faisait de la danse classique ou qui passait une haie, on pouvait en tirer un squelette en 3D du mouvement et donner des données de vitesse, les angles de n'importe quelle articulation du corps. Et j'ai quitté Intel depuis, mais le projet continue. Maintenant, je suis étudiant à plein temps. Il me reste environ 1 an de génie mécanique. Et après, mon objectif, c'est de bosser dans les énergies durables. Et on verra après. En tout cas, je suis toujours très intéressé par tout ce qui est industrie spatiale et aussi par le monde de l'éducation. Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Ce podcast s'appelle Athlètes mondiaux parce que ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est que c'est un sport vraiment universel. Tout le monde peut faire de l'athlète. Oui. Qu'est-ce que toi, t'aimes le plus dans l'athlète? Vu que t'es décathlonien, je suppose que t'aimes tout, mais peut-être pas. Ce que j'aime dans l'athlète, c'est pas nécessairement les disciplines, en fait. Ce que j'aime, c'est qu'on pourrait très bien être assis à côté du meilleur coureur de fond de l'histoire sans le savoir. Tu peux être assis dans l'avion à côté du meilleur perchiste du monde, le meilleur perchiste de l'histoire sans le savoir. Et il n'y a aucun autre sport que l'athlète qui donne des opportunités à des morphologies, à des parcours de vie et des personnalités aussi variées. Il suffit de mettre tous les athlètes les uns à côté des autres pour se rendre compte de la diversité. Si tu compares Ryan Crouser au poids et Bekele dans les épreuves de fond, tu te dis mais c'est quoi ce sport, hein? Et c'est ça que j'aime. Et le deuxième truc que j'aime dans l'athlète, c'est que ça réunit le monde entier. Et le dernier truc que j'aime dans l'athlète, c'est que c'est un sport mesurable. Les chronos, les distances, les hauteurs. Je pense que c'est hyper gratifiant à titre personnel. Si tu veux faire des progrès,
T'as besoin d'un résultat mesurable. Et même si t'as juste gagné un centième de seconde ou quelques millimètres, tu te dis « Yes, j'ai progressé !» Voilà, c'est les trois trucs que j'aime dans l'athlé. Et tu penses que le décathlon, c'est la meilleure façon de voir qui est le meilleur athlète du monde? Non, je pense pas. Pour le moment, c'est vrai que le décathlon est le meilleur test standardisé qu'on ait pour évaluer les capacités athlétiques de quelqu'un. Mais personnellement, je pense que pour trouver le meilleur athlète du monde, il faudrait plutôt organiser une compète qui teste la capacité à apprendre de nouveaux sports, de nouveaux mouvements et la diversité de ces nouveaux mouvements. Donc il faudrait confronter les participants à plusieurs mouvements athlétiques ou plusieurs exercices qu'ils n'ont jamais essayé avant. Par exemple, lancer un objet, faire un certain mouvement, voilà, peu importe. En tout cas, il faut que ce soit quelque chose qu'ils n'ont jamais fait avant. C'est important que ce soit quelque chose de nouveau parce qu'on veut tester la capacité à contrôler son corps et son esprit pour apprendre cette nouvelle compétence. Et il faut définir au moins 5 niveaux différents pour chaque mouvement, des niveaux de difficulté, je veux dire. Et pour tester la vitesse d'apprentissage et la polyvalence, tu regardes qui est capable de faire le plus de trucs le plus vite possible. Parce que certaines personnes seront peut-être capables de piger un truc hyper vite, mais elles seront incapables d'arriver au niveau 10, elles seront bloquées au niveau 2. Ou d'autres personnes, à l'inverse, auront besoin de plus de temps, mais au final, elles arriveront au niveau 10, et d'autres encore iront jusqu'au niveau 7, mais avant tout le monde. Donc pour résumer, à mon avis, il faut soumettre les participants à de nouveaux mouvements corporels. On peut aussi utiliser des objets éventuellement pour tester leur vitesse d'apprentissage et leur polyvalence. Et le ou la meilleure athlète, c'est la personne qui apprend le plus vite, le plus de nouveaux mouvements différents. Voilà ce que je pense. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, très clair. Tu veux ajouter quelque chose? Quelque chose à méditer, peut-être? Waouh, quelque chose à méditer. Je sais pas, c'est pas toujours facile de trouver le mot de la fin, de trouver un truc à dire auquel les gens pourront réfléchir. Déjà, merci pour ce que tu fais. Merci de donner la parole aux athlètes et de leur permettre de raconter leur histoire. Plus je vieillis et plus je me rends compte à quel point c'est important parce que ça inspire les gens. Et ensuite, à tous les fans et à tous les futurs athlètes et tous les athlètes actuels qui écoutent. Merci pour votre soutien. Je suis heureux d'avoir pu faire partie et d'une certaine façon de toujours faire partie de l'histoire de l'athlé. Tu fais clairement partie de l'histoire de l'athlé. Merci Ashton. Merci Mathilde. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et merci à Ashton d'avoir accepté mon invitation. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur les réseaux sociaux et abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains. Vous pouvez également soutenir le podcast en faisant une petite contribution via le lien disponible dans les notes. À très vite pour un nouvel épisode.